Bonjour à tous. Dans notre série Portrait d'Alia, nous poursuivons donc notre série de portraits de personnes francophones, françaises en général, qui ont fait leur Alia ces dernières années. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sophie Larare. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, comment ça s'est passé, la décision de venir ici? Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu le contexte dans lequel elle a été prise, ce qui s'est passé avant et ce qui vous a déterminé finalement à prendre votre décision. Je crois que c'est une décision qui est, quand je la décris, un petit peu multifactorielle. C'est un petit peu difficile de décrire exactement, de situer. Clairement, il y a eu un catalyseur, il y a eu un déclic qui a fait qu'on a, on a été un peu plus concret dans la décision, c'est-à-dire qu'on a pris des contacts pour partir. Donc nous, on est une famille de 4. J'avais à l'époque un peu moins de 40 ans quand j'ai réfléchi sérieusement à cette décision d'Alia. Mon mari y réfléchissait depuis quelques années auparavant, mais c'est vrai que je réfrénais un petit peu cette décision-là. Oui, donc quels sont les principaux facteurs qui vous ont amené à prendre cette décision? Je crois que c'était avant tout, en tout cas en ce qui me concerne, je n'y trouvais plus mon compte en France. C'est-à-dire que, alors que j'avais une situation professionnelle, familiale enfin établie après des années de travail, de labeur, je ressentais quelque chose qui n'allait pas en moi, probablement du fait de mon identité. Mais encore une fois, nous avions les conditions matérielles optimales, mais je n'étais pas bien dans mon quotidien d'élever. Je ressentais une oppression en France, alors que je suis... Comment elle se manifestait, cette oppression? Je crois, je n'étais pas heureuse en fait. J'avais l'impression d'être en pilote automatique, d'aller au travail, de m'occuper des enfants, enfin voilà, d'avoir cette vie, cette routine, et qu'il manquait quelque chose, un sens à ma vie. C'est ajouté avec les événements, mais même si j'avais un peu cette appréhension depuis des années, j'avais l'impression que, je pense sincèrement en tant que juive, et je parle de manière personnelle, parce que dans mon entourage, les gens ne vivent pas les choses de la même façon, donc c'est vraiment à titre personnel, je ne vivais pas pleinement. Et je commençais à craindre pour mes enfants. Craindre non pas au quotidien, c'est-à-dire dans la rue ou dans la vie quotidienne, car nous habitions dans des quartiers privilégiés, etc. Mais j'avais beaucoup de difficultés, en tout cas, à nous projeter ou à projeter mes enfants dans un avenir à moyen terme en France. Et ça nous dérangeait profondément. Voilà. Vous étiez d'accord avec votre mari là-dessus? Je crois que mon mari, il a été un petit peu, je dirais, précurseur, et moi j'ai réfréné. J'étais pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, j'ai toujours été profondément attachée à la France. La France, c'était mon pays. J'ai installé, je suis pédiatre, je suis médecin, j'ai créé mon cabinet, j'ai beaucoup travaillé pour le développer. Et je crois que finalement, ce que je pouvais ressentir comme prémonition, en fait, m'ont conduit, en tout cas, à prendre cette décision-là. Et le jour où moi j'ai décidé, mon mari a dit on y va, parce que lui, il était déjà dans ce projet-là. Et vous souffriez, cette oppression, elle dépendait aussi de l'extérieur, de l'attitude de l'extérieur, de l'antisémitisme éventuellement? Clairement. Oui. En ce qui me concerne, clairement. Sincèrement, je ne dis pas que c'est l'antisémitisme qui nous a fait partir, même si ça a été le catalyseur. On est les deux extrêmement, en tout cas sionistes, dans le sens, peut-être pas à pousser nos enfants à partir, mais en tout cas un amour inconditionnel pour l'État d'Israël. Moi, j'étais branchée RCJ, Acadème, enfin voilà, je ne suis pas forcément très pratiquante, mais un amour très très fort pour ce pays. Ma tante qui avait immigré à l'âge de 18 ans, mes grands-oncles qui sont aussi ici depuis la création de l'État. Et c'est après, par exemple, c'est après mon Alia que je me suis souvenue que j'avais fait mon volontariat civil toute seule. J'étais partie sans amis à 16-17 ans à l'époque, faire un volontariat civil à Tsahal. Et j'en avais, ce qui est fou, c'est que j'avais complètement refoulé cet épisode. Je ne l'ai jamais raconté à mes enfants, à mon mari. Et c'est en revenant ici que mes cousins m'ont appelé. Mais attends, mais tu te souviens que tu étais venue à 16 ou 17 ans? Et là, je me suis dit, bon... Qu'est-ce que vous aviez fait à ce moment-là? Ce n'est pas hasard. Quel souvenir vous avez de cette période? Je me souviens très bien que j'avais été passer un mois et demi dans une base militaire à éplucher des patates pour les soldats, etc. Donc, mais dans l'idée, il y avait quelque chose de très sioniste de ma part. Donc je crois que c'est vraiment comme une rencontre d'éléments qui ont fait qu'on... Et ce catalyseur, il se manifestait directement? Vous étiez vous-même
prise à ces questions d'antisémitisme ou c'était une ambiance simplement? Pareil, le cerveau est bien fait, c'est-à-dire qu'on refoule et on met de côté quand on a un événement qui est un peu traumatique. C'est revenu par la suite. J'ai vécu un événement antisémite en 2001, quand j'étais interne en pédiatrie à l'hôpital Robert Debré, où j'ai été insultée, où le patient a voulu me frapper. Enfin, ça a été extrêmement violent puisque mon chef de service a porté plainte pour injure antisémite à l'égard de son personnel. Comment ça a pu démarrer cette agression? J'étais interne, j'étais de garde aux urgences, ouais. C'était en pleine nuit et puis on m'avait demandé de prescrire une ambulance. Le patient m'avait demandé de prescrire une ambulance et j'avais gentiment refusé en disant qu'on n'était pas en mesure de pouvoir prescrire ça parce que c'était pas une indication, que l'enfant avait juste de la fièvre et qu'on rentrait pas à la maison avec de la fièvre. Et c'est ce qui m'a valu des insultes même très violentes. Mais comment excuse-moi, mais comment le patient, la personne savait que... Alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que sur les ordonnances de cet hôpital en question, il y a comme tout était informatisé, mon second prénom figurait sur l'ordonnance et figurait alors Sophie Déborah, et mon nom de jeune fille. Et il m'a dit, mais Déborah, t'es qu'une sale juive. Espèce de radine, tu veux pas me... Voilà. Et ça a été plus loin dans les insultes, je vais pas les rapporter ici. Et puis après, il a voulu me frapper, il m'a dit sors de là. Bon, bref, ça a été un peu loin, on a dû me séparer, on m'a dû me mettre à l'écart pour me protéger, etc. Moi, la réaction première a été de dire bon, moi, je fais rien. Et c'est le lendemain matin où mon chef de service m'a dit moi, je porterai plainte pour toi au niveau du procureur, etc. Et donc après, ils m'ont fait bref, j'ai conservé la lettre qui avait été adressée au procureur que j'ai retrouvée là il y a quelques mois seulement. Et pour les enfants, vous disiez qu'il y avait aussi une inquiétude pour les enfants à ce Les enfants, mon aîné, on l'avait de manière active, c'est-à-dire que c'était tout à fait réfléchi. On l'avait mis dans une école laïque parce qu'on était dans un quartier tout à fait privilégié qui ne posait pas de problème. Donc, alors qu'on avait une école juive à 200 mètres de la maison, on ne voulait pas du tout se communautariser. Au contraire, on prônait, on plaidait la mixité sociale. Et puis, à l'âge de 8 ou 9 ans, il a été lui-même victime d'injures antisémites par un de ses camarades. Et là, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème en France, qui m'a fait prendre conscience que mes enfants n'étaient pas forcément protégés par les institutions de la République, puisque quand j'ai soulevé ce problème-là, que ça avait été des propos intolérables à l'égard de mon fils, le corps enseignant, le directeur. Est-ce que dire ce qui s'était dit à ce moment-là? Mon fils avait juste demandé à la cantine si c'était du porc. Et son camarade lui a dit « Quoi, tu manges pas de porc ?» C'était un camarade qu'il connaissait depuis la maternelle, donc ils étaient dans la même classe. Et mon fils a répondu « Non ». Il lui dit « Pourquoi tu manges pas de porc ?»« Parce que je suis juif. »« Ah, mais toi, tu es juif ?» Étonnement, hein, ça fait des années qu'ils sont ensemble en classe. Ah, mais tu sais, moi, quand je serai grand, je vais tous vous tuer, les Juifs, vous. Et donc, il n'a rien répondu. Ce sont ses camarades qui sont venus me rapporter les faits. Voilà. Et là, il n'y a pas eu de réaction. C'était avant les attentats. Et la réaction, non seulement il n'y a pas eu de réaction, mais on m'a pris un peu pour une folle en me rétorquant « Mais enfin, madame, ce sont des paroles d'enfants. Vous n'allez pas prêter attention à des paroles d'enfants. » C'est à ce moment-là que j'ai dit, pour moi, c'est juste inadmissible. Vous représentez la laïcité, vous représentez l'école de la République. C'est votre devoir de protéger mon fils. Voilà. Donc j'ai exigé des excuses à l'égard de mon fils et un cours d'éducation civique auprès des élèves de cette classe qui étaient alors en CM1, donc étaient en mesure et qui avaient assisté tous à la scène. Donc tous les enfants avaient quand même été choqués. Et on m'a rétorqué que ce n'était pas du programme de CM1. qu'il fallait attendre le CM2 pour avoir des cours sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les génocides, etc. Donc, suite à ça, j'ai menacé de retirer mon fils de l'école, en tout cas, voilà, et ils ont fait le cours d'éducation civique. Mais dans ma tête, le mal était fait, parce que en fait, pour moi, j'ai constaté le laxisme de l'éducation nationale, surtout dans des quartiers extrêmement privilégiés. Et je me suis imaginée ou projetée dans des banlieues ou dans des quartiers plus difficiles où enseigner et évoquer ne serait-ce que la Shoah était quasi impossible de nos jours. Et je me suis dit, dans notre quartier où tout va bien, où il y a un élève qui dévie, on n'est pas capable de 9 ans, on n'est pas capable de le remettre dans le droit chemin.
Et là, je me suis inquiétée pour la France. Et voilà. Donc, je dirais que ça a été en fait comme une accumulation, une multitude de petits événements qui m'ont conduit. Voilà. Et le catalyseur final, ça a été, pour moi en tout cas, pareil, c'est à titre personnel, je ne parle même pas au nom de mon mari, ça a été Roquette, ça a été le juillet 2014, mort aux Juifs dans la rue, ça a été rédhibitoire. Donc on a bien compris, un phénomène positif, un élan toujours vers Israël, un sionisme, on va dire, latent mais existant quand même, qui ne remettait pas en cause l'appartenance à la France. Absolument. Et puis une cristallisation à partir de ces événements négatifs sur l'antisémitisme qui font qu'à un moment donné, vous vous dites, ça y est. Alors comment ça se passe, la journée de la décision, le moment de la décision? Est-ce que je crois que ce qui a freiné mon mari principalement, et puis même moi, je crois que c'était aussi on a 2 garçons, donc la perspective de l'armée, c'était quand même un vrai questionnement. Et puis à un moment donné, on s'est dit, on ne peut pas vivre dans la peur de l'armée, il faut vivre pour vivre. Je crois qu'on a été à un moment donné à un tournant de notre vie où on avait aussi besoin de casser notre routine, de vivre pleinement ce qu'on pouvait ressentir à l'intérieur de nous-mêmes et pas forcément pour des raisons matérielles, le confort de la France, etc. Autre chose, on n'est pas parti sur un coup de tête. Moi, j'ai étudié le projet, j'ai préparé mon alia. Je suis venue toute seule, une semaine. Je savais que nos 2 professions étaient extrêmement recherchées et demandées. On ne serait pas parti, on se le répète encore aujourd'hui, si l'un des 2 ne travaillait pas. Parce que pour nous 2, que ce soit moi j'aurais pas pu sacrifier mon activité professionnelle parce que je suis trop passionnée pour ce que je fais, pour faire mon alia. Donc on savait qu'on allait pouvoir rebondir professionnellement et je crois que c'est fondamental quand on décide d'une alia. vous êtes pédiatre et votre mari? Et mon mari, il est psychiatre. Donc on est tous les 2 médecins et je dirais que dans le milieu médical, ce sont des professions très demandées. D'une manière générale, les médecins ici en Israël, en général, on n'a pas de souci pour rebondir et trouver un travail. Pas forcément dans les mêmes conditions qu'en France, ça c'est clair, il ne faut pas faire un copier-coller de la France. Mais on savait qu'à terme, on arriverait à vivre ici. Il n'y avait pas d'obstacle de la langue pour exercer ces professions? Il y a un obstacle comme tout à chacun, et je dirais que, bien sûr qu'il y a un obstacle, mais bon, ça c'est il faut partir dans l'idée il va falloir tout reconstruire et recommencer. Après, comme je me répète souvent quand c'est difficile, quand on a fait médecine, qu'on a passé 2 concours, on a une capacité de travail phénoménale, et effectivement, c'est ce qu'on a un peu déployé dès notre arrivée. Donc je reviens sur il n'y a pas eu donc de moment où un soir vous êtes dit on part, telle date, on a les conditions qui sont remplies et la chose est lancée. C'est-à-dire que on est parti en juillet 2016. En décembre 2016, on est venu en Israël. On s'était dit pas en condition de vacances, mais en condition un petit peu de prospection. Et là, on a décidé, décembre 2016, on part. On part pour l'été prochain. Et à ce moment-là, on est rentré, j'ai ouvert le dossier de l'Agence juive et puis on est parti dans le... Voilà, après c'est la course infernale pour préparer la LIA. Alors l'arrivée maintenant ici, comment ça se passe les premiers ça se passe moments bien. d'abord? Au tout début, je dirais que 2 ans et demi après, je peux dire que ça se passe bien. La première année, en tout cas en ce qui me concerne encore une fois, parce que toutes les ALIA ne sont pas du tout identiques et similaires, pour moi la première année a été extrêmement difficile. Du fait de la langue, clairement. Et puis, il fallait travailler très vite. Donc, j'ai dû faire un ulpan professionnel. Donc, ça, c'était sympa. Et puis ensuite, j'ai enchaîné pour obtenir l'équivalence de médecin et de pédiatre. J'ai fait un stage dans des urgences pédiatriques. Et là, ça a été très, très difficile. Très difficile parce que tout d'un coup, vous êtes parachuté dans un monde qui est complètement différent. Parce que, je dirais... La difficulté principale, en tout cas quand on fait son alia à nos âges, on a quand même une certaine expérience en France, on n'arrive pas tout jeune, on arrive avec des enfants, on arrive avec une famille, donc il va falloir faire en sorte que tout le monde aille bien dans ce petit monde. Je crois que c'est aussi la chute du statut social. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et ça, c'est pas forcément facile. Même si on l'avait un peu anticipé, quand on le vit, c'est différent. Est-ce que c'est une question d'argent, là? Ou est-ce que c'est aussi une question de considération sociale? C'est pas une question d'argent, c'est de statut social. Ça veut dire pourquoi les médecins ne sont pas reconnus ici comme en France, c'est pas la même chose? C'est-à-dire que, par exemple, quand moi je suis arrivée en stage, du fait de la langue, forcément, vous perdez de votre crédibilité.
ce que j'ai tout à fait accepté, mais à la longue, il y a quelque chose qui va y avoir une espèce d'érosion de la personne. C'est ce que j'ai ressenti en analysant de manière a posteriori, c'est-à-dire que moi j'étais toute gentille, toute douce, je posais des questions, je faisais tout comme il me faisait, mais je veux dire, il faut imaginer que les logiciels sont en hébreu, tout de suite on vous balance, voilà. Il faut avoir une capacité d'adaptation qui est extrêmement importante, qui est éreintante, c'est épuisant, c'est-à-dire que je revenais de ces journées-là, c'était... Tout est en hébreu. Et puis, tout n'est pas forcément similaire en termes de pratique. Et puis, il n'est pas question de dire ce qu'on faisait ou ce qu'on ne faisait pas là-bas. Il faut plutôt se mettre en sourdine. Et surtout, voilà, par exemple, moi, mes collègues, c'est-à-dire qu'en France, ils auraient exactement le même statut, ils auraient eu le même statut que moi. Ils vérifiaient chaque patient lambda que je pouvais voir en me disant « Est-ce que tu as vérifié ça ?» comme si j'étais en fait une étudiante en médecine. Ce que j'avais tout à fait accepté. La résultante de cela, c'est qu'au bout de quelques mois, j'ai commencé à perdre confiance en moi, en me disant, s'ils viennent vérifier tout ce que je fais, c'est que je suis plus capable. Mais pourquoi ils le faisaient en fait? Je pense pour des questions de responsabilité. C'est normal, ils signent à la fin du patient, il y a des questions médico-légales, s'il y a un problème. Et les questions qu'ils vous posaient vous paraissaient... Triviales? Non, oui, ça, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu as vérifié? Je ne sais pas, le b.a.-ba parfois en pédiatrie. Ouais, donc vous avez vraiment l'impression de... Je l'ai pas mal vécu sur le moment. Franchement, c'est pas ce que je l'ai pas mal vécu sur le moment. Ce que je peux constater de manière rétrospective, c'est que j'ai perdu confiance en moi. C'est que j'ai l'impression de ne plus être médecin. J'ai l'impression d'être de nouveau étudiante, qu'il fallait que je refasse mes preuves. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, je commençais à avoir même peur en voyant des patients. Non, mais ça a été un peu loin. Et en fait, c'est quand j'ai pu arrêter un peu ce stage où j'avais été mis, enfin ça s'est terminé de toute façon, où j'avais été mise à l'épreuve, que j'ai commencé mon travail en tant que médecin et en poste. Et là, j'ai repris, parce que j'ai retrouvé le statut que j'avais en France. Et ce redémarrage, finalement, ça fait partie peut-être aussi de la redéfinition de soi-même. Parce que certes, c'est difficile, mais peut-être aussi on se débarrasse de quelque chose et on trouve, ça permet d'évoluer, ça permet d'être déstabilisé. Absolument. Oui. Absolument. Je le verrais plus comme un enrichissement qu'effectivement... En quoi ça vous aurait enrichi? En termes de vitalité, je trouve. Moi, j'ai le sentiment de revivre depuis que je suis ici. Une renaissance, quelque part. On est mis à l'épreuve, donc forcément, on va essayer de rechercher en interne des ressources, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants. On a un optimisme. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et puis, je crois que c'est aussi le pays qui donne cet optimisme-là. C'est très contagieux. Les gens au travail ne se plaignent jamais. Jamais. Il y a toujours une ambiance très positive et optimiste. Les gens vont toujours être, enthousiastes pour démarrer des projets, de la recherche. Il y a une vitalité qui est difficilement descriptible, mais qui est extraordinaire. Et c'est ça qui a été contagieux, entre guillemets, pour vous, cette vitalité, ou vous l'avez ressenti venant de vous-même aussi? Je ne sais pas, je ne saurais pas faire la distinction. J'ai l'impression que ça m'a donné des ailes, clairement. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais acculée, que j'avais de toute façon pas le choix, ou si c'est effectivement peut-être les deux. Et cette résurrection, on va dire, puisque vous dites que vous avez parlé de renaissance. Vous êtes reparti sur un nouveau pied. Est-ce que vous pouvez nous en donner des manifestations un peu concrètes, comme ça, dans les choses quotidiennes, qui fait que là, vous vous dites, là, je suis plus optimiste, plus pleine d'énergie, plus... je ne sais pas si vous avez des choses pour qu'on puisse sentir où se situe, indépendamment de... Je crois que j'ai acquis, je ne sais pas, c'est vraiment tellement dans le quotidien, j'ai acquis l'espèce de chutzpah, qui peut avoir un aspect péjoratif, qu'on va traduire par le culot israélien. Je crois qu'on est obligé de l'acquérir ici, c'est-à-dire que finalement, inconsciemment, pour nous, tout est possible. On a besoin, mais c'est pas grave, tout est possible. C'est-à-dire que, je sais pas, qu'est-ce que je peux... Là, je suis partie à un congrès, on m'annonce qu'il n'y avait plus de place dans l'amphithéâtre, qu'il fallait... Voilà, j'ai pris mon téléphone en disant, mais c'est pas possible, il faut que vous m'arrangez, etc. Cela, et finalement, j'ai réussi à avoir ma place dans l'amphithéâtre. Je crois qu'en France, j'aurais jamais osé. On m'aurait dit, vous êtes dans la seconde salle de vidéotransmission. Je serais restée gentiment dans la seconde salle de vidéotransmission. Là, non, c'était juste pas possible. Je viens de l'étranger pour assister à un congrès en France. J'aimerais, s'il vous plaît, avec toutes les formes que j'ai mises,
Mais voilà, dans ma tête, on peut tout, si on veut et si on se donne les moyens, on peut. En tout cas, il faut se donner les moyens. Après, si ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais on n'avait pas forcément cet état d'esprit. Ça coûte rien et c'est normal de se donner tous les moyens avant d'accepter que ça ne marche pas. Absolument. Ne pas précéder finalement l'échec de la chose. Et puis, je dirais que je crois que nos enfants ici sont élevés comme ça, dans l'éducation. Pourquoi est-ce qu'ils n'y arriveraient pas? À l'école, c'est quelque chose que les enseignants transmettent à l'enfant. Ils essayent au maximum de leur transmettre une confiance en soi. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, bah essaye. Et puis, je vois même, je veux dire, moi, en tant que pédiatre, je vois la façon dont les parents se comportent avec les enfants. Même s'ils tombent, même s'ils se font mal, c'est pas grave. On voit, ils les regardent, mais ils vont les laisser aller plus facilement dans des gestes de la vie courante des petits. Alors que nous, on va être sur leur dos, attention, fais pas ci, fais pas ça, attention, ne dérange pas, sois poli, etc. Et pour les patients eux-mêmes, est-ce qu'il y a une différence aussi des parents et des enfants éventuellement dans le rapport aux médecins, enfin en l'occurrence à vous? Oui. De quelle nature? Oui, il y a un choc de culture. Là aussi, il faut une capacité d'adaptation qui est oui. Les gens qui ne sont plus aussi un peu... Ah oui, ils savent tout. Oui. Non, c'est pas du tout le même respect aux médecins. Ouais. C'est pas le même respect, les enfants non plus. C'est pas tous les jours très simple. Hein. Voilà. Mais ils arrivent, ils ont leur point de vue, ou simplement ils vous parlent d'une façon. Ça dépend. Maintenant, je dirais que. Considérez votre position de médecin, comme si vous étiez une personne. Je dirais que 2 ans et demi. Finalement, aussi tout se crée dans la relation. Maintenant, je suis un petit peu plus à distance. Je vois qu'il y a quand même beaucoup. En fait, du respect à l'égard du médecin. Moi, au début, j'avais été quand même assez choquée par le fait que, en fait, il y a une espèce de familiarité dont nous ne sommes pas familiers en France. Chez nous, on a une distance. En France, je dis chez nous, mais en France, on a une distance entre. Et ici, il y a une espèce de familiarité qui peut un peu déranger au départ. Et toute l'idée, toute l'adaptation, c'est de prendre cette espèce de familiarité, de la prendre d'un côté positif du terme. Donc là, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes Ça fait 2 ans et demi. Je crois que les gens s'adaptent un peu à moi, comme moi je m'adapte à eux. On essaye de trouver un modus vivendi. Vous avez le sentiment d'être adapté maintenant? Ouais. Vous vous sentez... je suis profondément... C'est-à-dire que je suis franco-israélienne, mais je suis encore très attachée, pour moi, à la France, voilà, à toute ma culture. Et il y a quelque chose de très français chez moi que finalement je revendique. Au départ, la première année, comme on veut s'intégrer, moi j'avais tendance parfois à vouloir presque, pas effacer, mais en tout cas adoucir. Et puis maintenant, je suis plus, non, je la revendique. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à dire que j'aime ces aspects-là de ma culture française. Et à côté de ça, je crois que voilà, j'aime Israël. Et le fait d'être française ici, on a une étiquette aussi en tant que Français? Oui, je pense. Ouais. En ce qui me concerne, je l'ai plutôt bien vécu. On a toujours été bienveillants à mon égard. Je n'ai pas souffert de la réputation française, mais clairement, je crois qu'elle existe. Après, je me suis donné les moyens, dans le sens où je faisais table rase, j'ai toujours été très discrète, j'ai jamais dit je sais tout, je viens de France, etc. Ce qui m'a valu encore une fois la perte de confiance que j'ai pu avoir au bout d'un certain temps. Et puis, je fais des efforts. J'ai fait depuis mon arrivée à Ben Gurion des efforts monumentaux et quotidiens pour apprendre l'hébreu. J'ai refusé de parler l'anglais à l'hôpital, alors qu'au départ, on m'avait dit je te parle en anglais. J'ai refusé. J'aurais dit moi, je veux apprendre et c'est comme ça que je veux progresser. Et je crois que tous les efforts qu'on peut faire vis-à-vis du pays, vis-à-vis des autres, sont appréciés. Je me suis investie dans une association qui s'appelle Matana Lachaim, qui œuvre pour les enfants hospitalisés en Israël. Donc on fait le tour des hôpitaux et c'est extrêmement apprécié par les équipes médicales qui m'ont reçue, par exemple toute mon équipe là où je travaille à la Coupat Olim, là dans le centre de santé. Voilà, ils sont très reconnaissants de ce que je peux faire en plus de mon travail pour le pays, pour les hôpitaux. Et ça aussi, c'est une façon de s'intégrer et de faire... Ça, c'est du bénévolat. Du bénévolat, mais qui me prend un quart de temps, facilement, de ma semaine. La vie ici est encore plus chargée, c'est-à-dire qu'en France, vous aviez l'impression d'une routine. Absolument. On était pris. Là c'est une ligne droite, mais ça va encore plus vite.
finalement? Ah, je ne le verrais pas comme une ligne droite, moi. Ça va très vite, c'est fatigant, mais... C'est pour sortir du système de la roue. Ouais. Ah, d'accord, j'entends. On peut faire tellement de choses ici. Les gens ont différents emplois. On peut être ingénieur et puis à côté de ça faire du maquillage en plus de sa start-up. Il y a une richesse en fait. On n'est pas jugé sur ce qu'on fait forcément. Il y a une liberté en fait. J'ai l'impression, on a l'impression d'avoir retrouvé une certaine liberté. Vraiment. Pas en tant que juif seulement, hein. En tant qu'être humain. C'est ça qui a changé chez vous? Qu'est-ce que vous diriez qui a changé dans votre tempérament, votre manière de voir le monde, d'exister? Vous me parliez de cet optimisme et cette vitalité. Là, vous me parliez de la liberté. C'est-à-dire que ça vous permet d'être davantage vous-même, c'est ça que vous diriez? Clairement, de s'écouter. Alors, je ne sais pas si c'est... souvent on dit après 40 ans, la femme s'écoute plus, mais... Ça correspond à ça, d'écouter ses envies. Et comme si vous voyez comment vous étiez bloqué un peu avant sur certaines choses, par exemple? Oui. Par exemple, bloqué dans ma routine. Je pense que j'avais envie aussi de faire bloquer dans mes urgences, dans tel hôpital réputé, etc. Bloqué dans un certain statut social. Ce dont vous avez souffert, il fallait vous débarrasser, finalement, c'est une libération au total quand vous y réfléchissez, parce qu'on a des a priori sur les statuts. Et maintenant, si on peut parler des enfants un peu, vous avez cette intégration, elle va aussi dans la collectivité. Donc vous avez un fils qui est déjà assez grand, adolescent. Oui, il a 16 ans et demi. Il est arrivé, il avait 14 ans. Ouais. Et donc là, puisque vous aviez parlé de l'armée tout à l'heure, il y a l'armée en perspective. Comment vous voyez ce chemin-là? Je crois que si on touche le vif du sujet, de toute façon, c'est même pas une question. C'est-à-dire que nous, il fera l'armée et c'est important qu'il la fasse. Et il a parfaitement conscience de la raison pour laquelle il est important de la faire. Je crois qu'on a transmis à notre fils notre sionisme. On a transmis, il a conscience aussi des problèmes un petit peu, dans le monde de manière générale et de l'importance de l'État d'Israël et de la force de ce pays-là. Après, on est emprunt à nos angoisses et je dirais que voilà, chacun gère à sa façon sans forcément en discuter. Je crois qu'on est vraiment dans la période là, il doit être convoqué pour passer les tests, mais on verra. Donc de ces tests, il fait des vœux, il fait des souhaits? Non, c'est des tests qui vont psychotechniques et médicaux qui vont juste élaborer un profil et c'est un peu l'armée qui va, en fonction de son entrevue, de ses résultats, décider de ce qu'il fera quand même. Et là, après le bac à 18 ans, ça tombe, on part à l'armée et on est affecté dans une unité qu'on a choisie plus ou moins. Si on parle maintenant de votre itinéraire, on a parlé de votre judéité, peut-être, on a parlé de votre personne beaucoup, sur votre judéité, c'est-à-dire le fait de vous sentir juive, est-ce que ça change? Parce qu'évidemment, quand on est en exil, on est confronté, comme vous nous l'avez dit, à cet environnement qui peut parfois être hostile, en tout cas qui vous définit aussi dans votre identité. Ici, il n'y a plus ça. Est-ce qu'on est juif différemment? Est-ce que vous vous sentez que vous êtes juif différemment ici, ou moins juif, ou plus? Je me sens pleinement juive, pas moins juive. Alors que quand même, j'habite j'habite à Tel Aviv, où on a quand même l'impression parfois qu'il y a une certaine déperdition, mais moi j'adore Tel Aviv. Pourquoi pleinement juive? D'abord, on vit au rythme des fêtes juives. On vit au rythme de la vie juive. Donc en ça, on ne peut que ressentir ce judaïsme, même si forcément, voilà. Dans ma pratique, on n'a pas du tout modifié notre façon de pratiquer. On essaye de conserver, mais alors là, pour le coup, on est proactif. Hein. C'est-à-dire que comme les enfants sont dans des écoles laïques, locales, il faut être proactif pour essayer de garder les traditions qu'on avait pu avoir, parce que sinon, ça se perd. À l'école, il n'y a pas de... Par exemple, à l'école du petit, je crois qu'on est les seuls, avec deux autres familles françaises à respecter Kippour. Tout le monde...
pourtant on dit que Kippour ici, c'est à Tel Aviv, tout le monde le fait, mais pas forcément. Non, pas à Tel Aviv, en Israël, Ouais. mais non, à Tel Aviv, non, je pense que Enfin, ça dépend de quoi on parle, mais disons que personne ne prend sa voiture, tout le monde Ah fait oui, du non, mais vélo. ça c'est interdit par la loi, enfin par l'État. Mais en termes de jeûne ou d'aller à la synagogue, c'est quelque chose. Voilà. Donc pour nous, Kippour, c'est juste en France, c'est le b.a.-ba. Ici, c'est. Voilà. Mais je parle encore une fois de cet environnement, etc. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on vit dans cet environnement-là, on ne peut pas transmettre les traditions qu'on pouvait avoir. C'est curieux parce que l'école laïque, malgré tout, elle transmet des choses aussi du monde juif, puisque l'histoire juive, peut-être, je ne sais pas. Ou, Très peu. Très peu. En fait, ils font du Tanakh après, mais je pense que c'est enseigné de manière tellement rébarbative que les enfants n'aiment pas et que c'est pas forcément. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend alors à l'école Des matières normales. Parce qu'on dit parfois que l'enseignement, le contenu de l'enseignement n'est pas forcément très intense et qu'on apprend surtout aux enfants à savoir s'adapter, à être autonome, etc. Ce qui est vrai, après... Ça vous convient in fine? Non. Je crois qu'il faudra un juste milieu. C'est assez léger. Après, voilà, je suis derrière mes enfants, surtout devant le petit, il faut être derrière lui, parce que sinon, effectivement, il y a une espèce de laxisme ici, ils ne suivent pas forcément. Voilà. Mais bon, peut-être que c'est différent dans d'autres écoles, encore une fois. Moi, c'est l'école de quartier, ici, dans l'entourage. Mais je ne suis pas forcément satisfaite. Quand on est surtout habitué à un encadrement en France... Alors, sur cette judaïté, alors parlons aussi du judaïsme, finalement. Donc, vous dites que, finalement, vous n'avez pas modifié votre manière de pratiquer ici. Parfois, on a l'impression que les gens abandonnent un peu, ont tendance à abandonner, ou parfois à faire plus. Vous êtes resté... Vous comprenez ces deux positionnements, finalement? Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à se dire, bon, je suis ici, donc Bien sûr. j'ai rempli mon contrat, en quelque sorte? Mais encore une fois, la différence avec la France, c'est-à-dire que la France, ça se transmettait de manière un petit peu fluide, sans effort. La transmission des traditions, enfin ce qu'on voulait conserver, mon mari et moi, la façon de pratiquer, elle se faisait de manière naturelle. Parce qu'on était dans des environnements où c'était naturel. Ici, pour conserver ces mêmes traditions qui ne sont pas non plus... voilà, on est les deux proactifs, c'est-à-dire que vraiment, on interdit des choses, je fais en sorte, voilà, on a une table du vendredi soir, c'est juste pas négociable, parce que ici, les enfants, ils vont peut-être sortir aussi le vendredi soir, parce qu'on n'a qu'un seul jour de congé, donc enfin, il n'y a qu'un seul jour où ils n'ont pas classe, donc si vous voulez, voilà. C'est paradoxal quand même. Absolument. Ici, il faille en rajouter, parce qu'on... Ce qui est aussi paradoxal, c'est que vous me dites... Vous ressentez les fêtes, etc. La chose existe aussi naturellement, malgré tout, le judaïsme. Donc forcément, ça veut dire que forcément les enfants le ressentent également. Bien sûr, bien sûr. Donc, on vit au rythme des fêtes. Oui, oui, forcément. Donc si vous voulez, ça ne se passe pas dans la même contrainte qu'en France, où il faut oui, là aussi, il y a les oui, mais inverses. pourquoi? En fait, la crainte que je nourris, c'est que je vois mes cousins germains issus de la génération, donc ma tante qui est venue à 20 ans, voilà, ma tante avait les mêmes traditions que ma mère. Bah, finalement, ici, les enfants, sa génération à elle, enfin, ses enfants ne pratiquent plus du tout la religion juive. Ce sont des vrais Israéliens. De vrais Israéliens qui ne font plus rien. Ouais. Voilà. Comment ils sont? Ah, mais ils sont très heureux. Mais ils se sentent plus israéliens que juifs. Ça veut dire quoi de se sentir israélien? C'est uniquement un appartement Je national? crois qu'il y a une frange de la population, on peut dire qu'il y a clairement, je ne pourrais pas la définir en termes de proportion, mais il y a une frange de la population qui se définit comme israélien plus qu'une appartenance et qui s'oppose à l'État juif, etc. En gros, des gens qui sont nés ici, c'est ça? Qui n'ont pas connu... Généralement, c'est pas les gens c'est pas les personnes issues de la LIA. Et alors ça vous... C'est difficile de faire la part entre une intégration dans un espace national et une naturalisation finalement du phénomène, qui peut être après tout et une perte. Vous voyez, est-ce que vous pensez qu'il y a une perte de quelque chose, ou est-ce que ça a pris une autre forme, cette tradition finalement? Moi, je le ressens comme une Israéliens perte. Vous parlez, oui. ils sont aussi pris dans la ronde des fêtes.
ils ont aussi l'environnement juif. Absolument. Ils ont Mais pas alors, qu'est-ce qui nous décroché distingue des autres nations dans ces cas-là, si on en arrive à la naturalisation? Voilà. Je le ressens comme une perte de manière personnelle. C'est-à-dire que nous qui sommes venus, qui avons quitté, etc., ils n'ont pas vécu en tant que juifs de la diaspora. C'est souvent ce que j'essaye d'expliquer. Mais pareil, dans mon environnement de travail, je ne pratique plus du tout mes collègues. Mais encore une fois, on me parle d'une ville particulière. Parce que je vois quand je vais dans un autre hôpital, on n'est pas du tout, Tel Aviv n'est pas représentatif d'Israël. Mais ça existe. Il y a quand même une frange de la population qui s'est laïcisée et qui a tendance à perdre. Pour moi, je le ressens comme une perte parce que la transmission des traditions m'est très importante. Mais qui ne perdent pas la vitalité, le contentement d'être ici, non, je crois pas. Et l'envie de continuer à travailler pour cette société, et même le sentiment national. Absolument, ça je pense que ça reste en place. Ça reste en place. Comment est-ce que vous voyez collectivement maintenant, vous avez rejoint en quelque sorte le collectif national juif et peut-être israélien. Comment vous vivez cette dimension-là, cette dimension d'appartenir maintenant, de vous raccrocher à un mouvement plus collectif, alors qu'avant vous étiez dans une communauté, dans une nation? Est-ce que ça vous le percevez et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Oui, bien sûr que je le perçois et je l'intègre dans ma personne, puisque j'ai l'impression d'être dans un travail effectivement collectif, travailler pour le pays, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que quand je travaille, je soigne des enfants ici comme je soignais là-bas, mais il y a un sentiment de soigner des enfants en Israël. Et où quand je m'investis dans l'association, c'est aussi pour donner au pays. Donc vraiment, j'ai cette vocation de don de soi au pays, comme mon fils ou mes fils vont aller à l'armée pour le pays. Donc, si ça répond à votre question, oui. On est beaucoup plus impliqué dans cet effort national. Et avec le sentiment que rien ne se serait construit sans chacune des personnes qui a fait ce mouvement-là, en tout cas à l'époque. Et c'est pas vraiment du nationalisme, au sens où on l'entendrait ailleurs? Le problème du nationalisme, c'est que parfois c'est une connotation un peu péjorative. Oui, c'est pour ça que... Non, je ne le vois pas comme ça. Au contraire, l'idée, c'est de faire prospérer ce pays comme il a pu s'émanciper, se développer dans les dernières années. C'est apporter notre pierre à l'édifice. Et cet édifice, si on le regarde de plus loin, plus lointainement, comment vous imaginez son sens, son utilité, sa forme aboutie, si on peut parler d'aboutissement? Vous ne pensez pas forcément? Non, je ne me projette pas forcément. Parce que c'est difficile de réfléchir ou de se projeter, parce que souvent on est nourri un peu d'angoisse, vu la situation, en tout cas en ce qui me concerne, vu la situation géopolitique, c'est un peu difficile de se poser la question de que deviendra Israël. Non, j'ai un peu du mal à me projeter ou à projeter mes enfants dans... C'est-à-dire qu'il y a une forte participation, comme vous dites, et même tout à fait désintéressée, puisque c'est volontaire et que vous y passez du temps et qu'il y a une authenticité dans cet engagement qui est finalement solide, mais pas forcément, dont le sens n'est pas forcément élaboré. Pourquoi vous... Non, non, peut-être qu'il est élaboré d'une autre façon, mais c'est une notion de peuple, d'appartenance à un peuple. Est-ce que vous pensez souvent à votre tradition venant des ancêtres? Très fréquemment, oui, tout à fait. C'est ce que j'essaie de transmettre aux garçons. On n'est pas là par hasard, qu'il y a une espèce de filiation. Alors, pas forcément... moi, je ne ressors pas du tout les textes bibliques parce que ça ne me parle pas forcément, mais qu'il y a effectivement une espèce de filiation qui fait qu'on en arrive aujourd'hui là et que c'était un petit peu... Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites, par exemple, sur vos grands-parents, sur vos arrière-grands-parents,
bon, je leur parle pas, c'est infraverbal dans le sens où depuis qu'ils sont nés, on leur parle, on leur raconte des petites anecdotes. Clairement, on a la famille qui est venue ici, qu'au Maroc, c'était pas forcément très simple à partir d'un certain moment d'être juif. Enfin, voilà, c'est cette identité juive que, finalement, qui a traversé l'histoire et qui était pas forcément, qui n'a jamais été simple. Et que finalement, là, on est peut-être dans un endroit où on aura peut-être un petit peu de répit en tant que juif. Et que, clairement, ça, on l'explicite et on leur dit, et on en parle beaucoup, que même si c'est pas forcément très simple ici, même si on a des manques, parce que le petit il a beaucoup de manques, il a la famille en France, etc., mais qu'ici, c'est notre pays. Là, ici, plus personne ne nous ennuiera. En tout cas, on est suffisamment fort pour pouvoir se défendre. Et qu'on n'est pas, c'est souvent ce que mon mari dit, c'est qu'on n'est pas à la merci d'un gentil ou d'un méchant chef qui verra ce qui est à la merci d'un pouvoir politique. Et vos parents sont restés en France? Oui. Ils ne vont pas venir. Souvent, les parents viennent après les Non, enfants. je crois pas. Je crois que c'est vraiment... De toute façon, la Lia, encore une fois, c'est un choix personnel. D'abord, j'ai un frère en France, et puis ils sont heureux en France. Ils mènent une vie paisible, ils ont leurs activités. Voilà, ils viennent nous voir comme ils le peuvent, mais... Encore une fois, c'est pas un processus facile de venir et s'installer, de perdre cette espèce de... Le statut social que j'évoquais, c'est pas facile de pas comprendre, d'arriver au supermarché et de pas trouver ses repères. C'est des pertes de repères qui ne sont pas simples, et à partir d'un certain âge encore moins simples. Donc... J'ai beaucoup de témoignages sur cette notion d'être épuisé. Ouais. Cette première année, quand on demande pourquoi, c'est souvent des choses un peu anodines. Mais en fait, c'est un ensemble de choses quotidiennes qui font que c'est très fatigant. C'est comme, il faut s'adapter, quoi. C'est un travail, je sais pas, qui met en jeu tout le psychisme, tout le corps. Mais c'est ce qui est passionnant, à mon sens. Voilà, qui mobilise tout. Ouais. C'est passionnant. C'est très enrichissant. Ça veut dire que c'est comme quand on passe des épreuves difficiles. Une fois qu'on l'a passé, on se dit, bon, ben voilà, on a été capable, donc on est encore plus, on est capable de faire encore d'autres choses. Ça donne, pour le coup, une espèce de confiance en soi qui nous permet voilà, d'avancer et de faire encore plein d'autres belles choses. Quand vous retournez à Paris, donc c'était le cas récemment, vous avez quelle impression? Est-ce que l'impression du retour évolue? Vous avez l'impression que vous éloignez progressivement? Ou est-ce que Alors, pour tout vous avouer, la première année, ça a été extrêmement difficile pour moi de revenir, parce que ça me déstabilisait. Parce que je n'étais pas encore ancrée ici, j'étais encore dans des difficultés d'adaptation qui étaient... Donc voilà, dès que je rentrais en France, il y avait déjà ce que les gens vous décrivent, et c'est vrai, hein, une espèce de facilité, parce qu'on comprend tout, on regarde, on lève un œil, on comprend ce qui est écrit, tout est simple, quoi. Et puis depuis un an, effectivement, je ressens un espèce d'éloignement. C'est-à-dire que j'y vais pour prendre ce qu'il y a à prendre, mais je me ressens de nouveau chez moi ici. Et là, je suis rentrée, c'était très bizarre. J'ai pris le taxi pour aller à l'aéroport en Israël avec un chauffeur absolument adorable. Et puis j'ai l'impression, quand on s'est quittés, qu'on était cousins, parce qu'il se trouve que, voilà, bref... Donc limite, on se tape dans la main, on s'embrasse, c'était limite ça. Je me suis dit, c'est quand même chouette, hein, ces rapports humains. Vraiment, je me suis fait de la réflexion, arrivée à l'aéroport. J'arrive à Orly, et là, je prends un taxi. Et pour le coup, ça n'a pas été le même accueil du tout. Et c'est-à-dire qu'il m'a demandé d'où je venais, de quel vol. Moi, naïvement, comme je viens d'Israël, c'est-à-dire que j'ai plus en fait les appréhensions et la réserve que je pouvais avoir quand j'étais en France. Moi, ici, je suis libre, donc j'ai pas honte de dire qui je suis, voilà. Donc, j'ai pas réfléchi en fait, j'ai pas inventé un autre vol, et j'ai juste dit, je viens de Tel Aviv. Et donc là, s'en est suivi vraiment des propos antisémites. C'est il y a quelques jours. Hein. De quel genre? De quel genre? Très clairement, il m'a dit « Ah, vous venez de Tel Aviv, donc vous êtes Israël... » J'ai pas très bien entendu ce qu'il m'a dit. J'ai cru israélienne. Je lui ai dit « En effet, oui, je suis là-bas depuis 3 ans. Mais pourquoi vous êtes partie ?» Moi, j'étais seule dans le taxi. Maintenant, j'avais pas envie. Je commençais... Bon. Je lui ai dit « Écoutez, c'est un peu compliqué. Mais non, madame, tout est dans votre tête. Parce que vous avez les moyens.
Donc je dis, moi, Et là, il m'a dit, oui, vous avez de l'argent, vous, les Israélites. Donc ça, pour moi, c'est antisémite. Je lui dis, non, je comprends pas. Vous êtes bien Israélite? Je lui dis, oui, en effet. Et donc là, après, s'en sont suivis des propos sur Israël. Bon, moi, je ne suis pas rentrée dans la polémique, j'ai fait l'idiote, j'avais qu'une envie, c'était d'arriver en bonne santé jusqu'à mon point de destination. Et voilà, Antoine, je suis arrivée, j'ai été prise de nausées, mais vraiment, hein. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer en Israël. Mais voilà, ça m'a confortée dans l'idée de... Je me suis dit, bon... Et puis bon, après, j'ai passé un agréable séjour avec les amis et la famille qui m'ont fait un petit peu oublier cet événement. Mais c'est vrai que, voilà, typiquement, je peux même pas dire que je reviens de Tel Aviv. En fait, ça devient presque dangereux. Mais paradoxalement, bon, indépendamment de la scène du taxi qui est un petit peu anxiogène pour vous, mais si vous aviez une discussion sur Israël avec des gens en France, vous seriez plus assuré de discuter qu'avant, où vous vous sentiez moins à l'aise, moins confiante ou moins... Je crois que déjà, le fait que... Enfin, pour l'instant, ça c'est... atteinte par ça, malgré tout. Ouais, je suis vraiment moins atteinte et je pense que je rentrerai encore moins dans une polémique et dans une discussion. On est convaincu, en tout cas... Souvent, quand j'en discute avec mon mari, qui a quand même l'analyse un peu psy, comme il dit, je suis convaincue de ça, c'est la vérité n'est pas en jeu. C'est-à-dire qu'avec ces personnes-là qui viennent vous attaquer sur ce terrain-là, c'est que c'est pas une question de vérité, de fait, etc. C'est vraiment, il y a un acte assez agressif quand on vient vous parler de ça. Donc je rentre même pas dans le débat parce qu'il n'y a rien à discuter avec ces personnes. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre des choses, qu'il ne faut pas être actif et sur place, mais je vous dis ça, mais par exemple, j'ai vu sur Internet que le guide routard avait écrit des propos odieux en parlant sur un guide sur l'Afrique du Sud, où il comparait l'Afrique du Sud à Israël sur le taux de barbelés, de maîtrés, de barbelés, etc. Et j'ai quand même réagi d'ici, d'Israël, en envoyant un mail au guide du routard en disant que c'était absolument inadmissible. Donc, je vous dis ça, mais quand même... Je défends un peu, même si je suis à distance, et ils m'ont assuré qu'ils allaient retirer, je pense qu'ils ont eu un certain nombre de lettres de plainte, etc. Juste pour vous témoigner que malgré le fait que, le fait que je dis que je prenne de la distance, je suis ambivalente, on va dire. Là, vous allez aller maintenant retrouver votre travail. C'est un peu comme dans le taxi, finalement. Vous allez arriver dans un milieu un peu familial. Comment ça se passe le travail? Pour l'instant, très bien. Il y a comment c'est cette famille? C'est parce c'est dans le rapport simple où il y a plus de rapports, ou c'est simplement le rapport qui est différent, plus direct, plus confiant? Oui, c'est plus direct, mais il y a un rapport, je ne sais pas comment vous expliquer, familial. Ça veut dire qu'on va prendre soin de vous, on va s'inquiéter s'il y a quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, puis on va peut-être se faire la bise Il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Vous avez l'impression de compter davantage aussi, même si... Oui. Ouais. Ah oui. Quand là, je me suis installée, on a déménagé, ma chef et toute l'équipe m'ont fait un cadeau en me disant, comme ça, on est sûr que tu ne repartiras pas. Donc effectivement... Ils m'ont fait un cadeau en disant, ça y est, maintenant tu t'es installée dans ton appartement, c'est sûr, maintenant tu restes avec nous, tu ne repartiras pas. Clairement, j'ai eu des messages de ma chef qui m'a dit, on remercie la France d'avoir poussé à venir vers nous. Donc c'est des témoignages que je ne pense pas avoir eu. Quand je suis partie, les gens étaient tristes. Enfin, en tout cas, j'ai eu de mon chef de service, ça ne s'est pas exprimé comme ça, alors que j'ai donné 10 ans de ma vie. À l'hôpital, vous voulez dire, en France? Oui, et pourtant il m'appréciait, mais il n'y a pas ce rapport-là. Très fort. Pourtant, on avait des rapports, vraiment, je pense qu'on avait une vraie estime les uns pour les autres. Mais... Ce qui est curieux, c'est que vous dites que vous avez perdu votre statut social. Non, je l'ai retrouvé par la suite. Je l'ai perdu la première année d'Alia. Oui. Ouais. Ah bon, après, oui, non, au bout d'un an, je peux dire que non. Parce que vous me dites, là maintenant, vous comptez davantage. Ah oui, non. Donc ça veut dire que ce n'est pas que le statut qui fait compter aussi, c'est que vous comptez en tant que personne. Absolument. Mais j'ai retrouvé, moi personnellement, encore une fois, mais c'est lié à mon métier, qui fait qu'après tant de mois,
on obtient notre équivalence. Mais une fois qu'on travaille en tant que médecin, on récupère complètement. Mais là, c'est encore une fois en tant que personne que vous êtes importante. Quel que soit l'échelon là où je travaille, on est tous. Il n'y a pas les médecins ou la secrétaire ou celle qui passe le balai ne va pas. Il y aura pas de. On va être considéré de la même façon. Et c'est un peu vrai dans la société ici, ce qui crée cette sensation de solidarité. Vous avez l'impression d'une grande solidarité. Oui. En général. Oui. Après, je pourrais pas dire ce qui se passe dans d'autres sociétés, dans les entreprises, je pourrais pas dire. Vous allez rester dans ce cabinet-là, médical, a priori, ou vous avez des projets personnels plus... Écoutez, sincèrement, la vie m'a appris que je pensais m'installer jusqu'à la fin de mes jours dans mon cabinet à Paris, vous voyez, rester jusqu'à ma retraite. Et puis finalement, au bout de 5 ans, j'ai pris mes clics et mes claques. Donc, j'ai appris à ne plus me projeter. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Pour l'instant, ça me convient. Si dans 1 an ou 2 ans... la roue tourne. Je ne sais pas de quoi la vie est faite, donc franchement, je vis au jour le jour. Ça, c'est nouveau aussi, la vie dans le présent. Parce qu'en France, vous vous projetiez davantage. Clairement. C'est ça qui libère peut-être aussi. Oui. Mais vraiment, hein. Je ne sais pas ce que je ferai dans 1 an. Et en France, vous disiez quoi? Je pensais que j'allais arriver jusqu'à la retraite dans mon cabinet. Voilà, ouais. J'étais persuadée que j'allais rester dans mon cabinet jusqu'à la retraite. Ça vous fait rire maintenant. Je pense que c'est libérateur. Et maintenant, vous ne dites pas je vais rester en Israël, vous dites on verra, je suis là. Ah non, Israël, non. Si, je vais rester en Israël. Ça, c'est sûr. Ouais, j'aime trop. Mais peut-être vous ferez autre chose. Ouais, je sais pas, peut-être pas dans ce cas, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime tellement je crois que pour se sentir bien dans ce pays, il faut aimer ce pays. Encore une fois, on n'est pas parti parce que, et c'est la conjonction de faits qui font. Je suis pas sûre qu'on serait parti si il n'y avait pas eu ce climat ambiant en France, parce qu'on était trop bien installés dans notre confort. Et finalement, ça nous a rendu service parce que de manière personnelle, on peut s'épanouir personnellement et à la fois en tant qu'être humain, en tant que femme, pour ma part, dans mon identité juive. En tant que femme, davantage qu'en France? Parce que je fais un peu... Non, pas davantage qu'en France, mais je m'écoute plus en tant que femme, clairement. Ça signifie quoi? Excusez-moi la question, si c'est pas indiscret. Je suis moins... J'ai moins de culpabilité, probablement maternelle, même si je suis très présente pour mes enfants. Voilà, je suis partie la seule 4 jours. Je suis partie seule 4 jours pour moi. Je crois que... Souvent, en tant que femme, on est très prise dans des culpabilités maternelles, d'épouse, etc. Mais c'est peut-être pas lié, encore une fois, voilà, c'est une libération globale. C'est pas lié forcément à la LIA. Je pense que beaucoup de femmes vivent la même chose dans d'autres pays, c'est pas le problème. Et là, vous ne pensez pas à votre retraite ici? Ouais, non, ça, c'est sorti du paysage. Peut-être qu'il faudrait que j'y pense plus. Non, je crois que, pareil, on vit au jour le jour. Nous, notre préoccupation principale aujourd'hui, c'est quand même l'armée du grand. Donc à chaque jour suffit sa peine. Et votre mari, il a suivi à peu près aussi la même évolution. C'est comparable quand vous échangez sur vos expériences? Non. Je ne pourrais pas parler à sa place. Vous n'avez pas l'impression que c'est là que vous avez suivi un peu le même parcours? Non, lui, il va me reprocher, en tout cas, que j'ai été un petit peu trop vite la première année, que je me suis épuisée. Bon, voilà. Chacun son rythme. Chacun évolue différemment. On a besoin de... Et puis, c'est pas facile. Je crois, on n'a pas assez partagé les problèmes ensemble, mais on était sur des routes différentes où c'était un peu du struggle for life, la première année. Parce qu'il y avait les enfants. On n'est pas venu célibataire et il ne fallait pas penser qu'à nous-mêmes. Il fallait gérer ses enfants avec un grand qui était déjà en 3e, qui est rentré dans un cursus israélien. Il fallait, voilà, un petit qui n'allait pas forcément très bien, qui n'acceptait pas tous ces changements. Donc, on a essayé chacun, voilà. Mais en tout cas, on peut dire que 2 ans et demi après, on est bien.